Le Cercle des Naturalistes Schlag présente une interview spéciale avec l'association des espèces par million. C'est Quentin Brunel de l'association des espèces par million. Donc, je suis fondateur de cette association. Et voilà, on travaille sur la biodiversité. Moi, je suis passionné de nature et j'habite en ville. Donc, j'ai monté une association sur la nature en ville. Quoi ? Mais peut-on vraiment parler de nature en ville ? La ville, clairement, c'est pas la nature. Donc, la ville est quelque chose qui est conçu intégralement par l'homme et qui n'est pas a priori favorable à la biodiversité, puisqu'elle représente une artificialisation de masse qui vient perturber en fait les fonctionnalités écologiques. Donc voilà, l'infiltration des eaux et plein de choses. Et tout ça, ça va impacter beaucoup de cycles de vie d'espèces. Et donc, on a plus une érosion de la biodiversité par l'aménagement de la ville que la ville comme incroyable source de biodiversité. Non, il ne faudra jamais avoir ce discours-là. Par contre, on retrouve en ville des conditions très particulières qui sont propices à l'établissement de certaines espèces. Par exemple, des espèces particulièrement mobiles, comme les petites abeilles sauvages, les espèces qui peuvent se disperser sur différents petits patchs et aller butiner à 100 mètres de l'avant, justement, l'une séparée de l'autre. On peut aussi avoir des espèces qui vont être plutôt liées à la chaleur, parce qu'il fait plus chaud en ville. Donc on va avoir des espèces méditerranéennes qui vont remonter. On va avoir des espèces anthropiques, comme par exemple ce qu'on voit avec le martinet noir ou le martinet à ventre blanc, ces espèces d'oiseaux qu'on confond parfois avec des hirondelles, qui viennent d'ailleurs de l'étage des montagnes, et qui prennent nos bâtiments humains, globalement, pour des falaises rocheuses sur lesquelles il fait bon de nicher, quoi. Et donc, on va avoir une résilience assez incroyable de la nature qui va faire que la ville va devenir un milieu très particulier, avec ses vrais caractères et ses vraies spécificités, qui se rapproche d'un écosystème, en fait. Mais alors, elle se cache où cette nature en ville ? Par exemple, là, on est dans le premier arrondissement de Lyon. Là, j'y suis en ce moment, là, dans l'arrondissement le plus dense en termes d'urbanisation, quoi. On en a à peu près 4000 espèces d'insectes. On a trouvé donc récemment des couleuvres à collier, des couleuvres vipérines. On a le castor qui vient à partir de 22h, le martin pêcheur qui se pose sur les quais. On a le faucon pèlerin qui est l'oiseau le plus rapide du monde avec des vols à plus de 350 km/h. Franchement, tu soulèves une écorce où tu sais les gros champignons là qu'on appelle les polypores qui sont accrochés aux arbres. Un temps un petit peu humide, regarde dessous. Tu vas voir des coléoptères, toutes les couleurs accrochées en dessous, des diptères. Toutes sortes de vies en fait, et vraiment c'est le resto de la forêt pendant un certain temps. Tout le monde est dessus, et tu peux faire des observations, tu peux te poser 1 heure devant un champignon et halluciner, quoi. Et en fait on s'aperçoit que dans n'importe quelle cavité de platane, dans n'importe quel champignon qui pousse en ville, etc., il y a des espèces qui sont menacées d'extinction, voire des espèces protégées par la loi. Et donc en sachant où chercher, on trouve des espèces formidables. Moi je me suis passionné par les coléoptères parce que les modes de vie sont incroyables. On en trouve de la canopée des arbres jusqu'au plus profond du sol. Voilà, il y en a dans l'eau, il y en a. Et puis, c'est des excellents indicateurs de la qualité de notre environnement. Disons que là-dedans, on a une liste de coléoptères qui sont considérés comme représentatifs, reliques des forêts primaires d'Europe. Et en ville, on trouve encore des coléoptères reliques des forêts primaires d'Europe parce que les arbres sont les mieux préservés en ville par rapport à la campagne où ils sont beaucoup plus défoncés. Qu'est-ce que votre association organise pour faire découvrir toute cette richesse ? Par exemple, nous, on organise des sessions observation des oiseaux. On est 70 habitants. Il y en a qui n'ont pas vu autre chose qu'un moineau et un pigeon dans leur vie. Et en fait, on se disperse en différents groupes avec des formateurs et on fait le tour de tout l'arrondissement ou de toute la ville, ça va dépendre, pour faire un observatoire des oiseaux. Et en fait, en une demi-journée, ils ont un livret sous la main et puis les gens ils hallucinent. Ils disent mais il y a tout ça en bas de chez moi, c'est un truc de fou. Une fois qu'ils ont vu une mésange charbonnière avec le ce son-là, c'est bon, mésange charbonnière, coché. Pareil, le pigeon, apprendre qu'il y a différentes formes de pigeons, c'est déjà un truc, et différentes espèces de pigeons, dont des pigeons qui sont menacés en ville parce qu'ils nichent que dans les cavités de platane. Enfin bref. Et je pense que ça éveille pas mal et une fois qu'on s'est fait un peu l'œil, on a fait les oiseaux, on a envie de passer aux mammifères, ok, papillons, libellules, et puis insectes, et puis globalement, en fait, on se met à s'intéresser très vite à tout, parce que tout devient vite passionnant, et un voyage jusqu'à l'arrêt de bus qui peut être vraiment chiant le matin, peut se transformer en une petite découverte bucolique de la biodiversité urbaine. Tu viens de me parler des pigeons, mais dis-moi, pourquoi cet animal est si peu apprécié ?
Pour info, il y a le pigeon colombin qui niche dans les cavités de platane et dans le bâtiment ancien. Tu as le pigeon ramier, la palombe avec ses barres blanches sur les ailes, qui elle aussi squatte la ville, etc. parce qu'elle se fait défoncer ailleurs à la campagne. Et tu as le pigeon domestique. Et donc, c'est un pigeon qu'on a domestiqué il y a 6000 ans et qu'on a avec l'avènement de l'ère industrielle et de la communication. Voilà, d'autres formes de communication. On n'a plus besoin de manger du pigeon, on n'a plus besoin de communiquer avec les pigeons. Ce qui fait que les pigeons, on les a relâchés en fait dans notre environnement urbain. Aujourd'hui, on se retrouve avec des animaux domestiques retournés à l'état sauvage. Et du coup, ces pigeons-là, moi je trouve ça super qu'ils soient aussi abondants. Mais c'est pas le cas de tout le monde parce que l'abondance, ça fait peur. Les gens, à chaque fois, ils ont peur des invasions, etc. Surmédiatisé avec des gros lobbies de destruction anti-nuisibles et compagnie qui fait que le pigeon est devenu la bête noire de l'espace urbain. Moi, je le vois plutôt comme un des oiseaux les plus résilients et les plus adaptables. Et c'est pour moi formidable d'avoir encore des espèces qui survivent dans les milieux les plus anthropisés et les plus pollués, dégradés, etc. Donc voilà, c'est sur la partie transfert de maladies, les zoonoses. Alors, on se rend compte qu'elles sont extrêmement rares, vraiment. Je n'ai pas entendu parler dans ces 10 dernières années d'un gars qui s'est chopé une salmonellose due au pigeon biset. Voilà, donc toujours surmédiatisé, on en fait trop. Laissons les pigeons tranquilles et regardez-les voler, c'est assez super. Pour la petite anecdote, la femelle nourrit son petit avec du lait de jabot, donc du lait maternel qu'elle crée dans son jabot. Il est tellement blindé de protes, le petit pigeon avec son lait de jabot, qu'il grossit dans le nid et qu'il est déjà apte au vol, etc. Et donc, oui, ils sont où les petits pigeons ? En fait, quand il sort du nid, le pigeon est déjà prêt. Et même, ce qui permet, le lait de jabot va permettre aux petits pigeons de pouvoir aussi naître en hiver, contrairement aux autres oiseaux, parce que lui sera chargé en protes et pourra tenir bien grassouillet tout l'hiver. Et il y a plein d'anecdotes comme ça. Le vol du pigeon est remarquable, un des meilleurs voiliers au monde. Il arrive à esquiver des faucons pèlerins et tout. Je le vois de la fenêtre, les faucons pèlerins qui attaquent les pigeons, c'est superbe. C'est un oiseau qui est passionnant. J'entends toujours dire qu'il y a trop de pigeons. Et à vrai dire, est-ce qu'il y a vraiment trop de pigeons en ville ? En fait, il peut y en avoir trop dans la mesure où il y a du nourrissage. En fait, il n'y a pas trop d'espèces s'il n'y a pas trop de ressources. Disons que c'est intéressant de constater que les populations de pigeons sont à l'image de notre consommation. C'est-à-dire que si tu jettes ton emballage par terre dans la rue, tu peux pas te dire que tu n'es pas content d'avoir des rats et des pigeons. C'est des animaux qui sont opportunistes, qui s'adaptent comme ils peuvent, et que ce soit une fraise tagada ou un kebab, ils vont taper dedans, quoi. Et donc, moi, personnellement, je pense que la question de trop, faudrait la redéfinir, parce que voilà, est-ce qu'il y a trop de pigeons, je ne sais pas, je ne pourrais pas me positionner dessus. En tout cas, il est possible d'en avoir moins, en gérant mieux nos déchets, en valorisant mieux notre matière organique, et puis voilà, en étant plus logique, en fait. Bon alors, question plus difficile. Pourquoi les Homo sapiens n'en ont rien à carrer des êtres vivants qui peuplent leur environnement ? Je pense qu'il y a quelque chose d'assez naturel déjà à un moment donné à l'adolescence de se concentrer un petit peu sur soi-même, de s'ouvrir un peu plus aussi aux autres personnes. Du coup, il y a un côté en fait où la nature elle la met un petit peu de côté avec les hormones, etc. Il y a plein de choses à construire. Peut-être qu'après on y revient beaucoup plus naturellement. Je pense aussi qu'il y a tout un fondement sur l'éducation, sur la scolarité en fait, qui marginalise en fait la biodiversité. Ça se voit très bien sur un ensemble de cours avec des centaines d'heures par mois pour un ado ou même quelqu'un en primaire. Il aura qu'une heure d'SVT par semaine par exemple. Et encore dans l'SVT, il y a peut-être 1/10 qui va vraiment parler de biodiversité. Donc on se retrouve en fait avec des sociétés qui ne savent pas ce que c'est que la nature globalement, ou qui l'entendent à travers des documents, ou qui la subissent un peu au quotidien. Ce qui est assez dommage, c'est que la responsabilité aujourd'hui, elle revient au bon vouloir ou au temps disponible, ou à l'éducation même des parents. Par exemple dans les milieux de précarité, les parents qui taffent toute la journée, ils n'ont pas une heure pour leur gamin. C'est pas eux, et à juste titre, qui vont leur apprendre ce que c'est qu'un renard ou qu'une grenouille rousse, quoi. Et donc, à moins que l'enfant soit naturellement fortement intéressé, il y a peu de chances pour qu'il ait conscience de l'environnement qui l'entoure. Et tout ça, c'est des choses à faire évoluer, et c'est aux parents de faire ça, mais maintenant, il faut qu'on change de paradigme, en fait, sur ce que c'est que la scolarité et l'intégration de l'environnement. Bon, et sinon,
Qu'est-ce qu'une mairie peut faire pour rendre sa ville plus verte? Les espèces exotiques qu'on a tendance à planter tout le temps sur nos ronds-points, sur nos rebords de fenêtres, etc. Aujourd'hui, on sait qu'elles ont un caractère qui peut être envahissant et qui peut menacer la survie des espèces locales. En plus, elles sont souvent moins résilientes et moins attrayantes pour la biodiversité que les espèces locales. Là, en un tour de main, il serait facile de se dire aujourd'hui, on va privilégier les espèces locales et donc planter ce qu'on retrouve à côté de chez nous. Et ces espèces-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elles n'auront pas besoin notamment d'arrosage printemps-été. Donc ça, typiquement, c'est un exemple de choses simples qu'on peut mettre en place. Une autre chose très simple, c'est le bâti. Quand est-ce qu'on prend en compte des éléments naturels dans le bâti? Donc ça, c'est le côté un peu écolo-environnement, de pas faire des bâtiments, des maisons en plastique, globalement, mais aussi de travailler sur l'intégration du vivant sur le bâti, en amont des constructions. Typiquement, une toiture, si elle est bien aménagée, elle peut, sans pour autant parler de chiffres aberrants avec des sous, beaucoup de sous à déployer, une toiture, ça peut faire office de pelouse maigre pour des centaines d'espèces de pollinisateurs, pour des oiseaux qui viendraient nicher sur des bancs de galets. On y a ça à Paris avec des petits gravelots qui se mettent à nicher sur les toits des bâtiments. On a de la clématite, du houblon, etc., des plantes qui peuvent pousser de 5-6 mètres en une seule année et qui peuvent recouvrir en vraiment 2-3 ans, on l'a testé, un mur entier de bâtiments. D'autres choses? Chaque année à Lyon, il y a autour de 5000 arbustes qui sont plantés, plus que jamais sur les 10 dernières années. Il y a des mares, il y a peut-être une trentaine de mares qui sont aménagées avec des espèces comme des dizaines d'espèces de libellules qui reviennent, etc. Là, on est en train de casser 600 mètres de berges bétonnées avec l'assaut pour en faire des berges juste naturelles sur lesquelles il fait bon de se balader et découvrir la biodiversité. En fait, au cas par cas, ça bouge, mais ces petits éléments qui bougent, il faut aller les chercher. Ok, et si ma mairie n'en a rien à faire, que puis-je faire pour changer les choses? En fait, il y a plusieurs échelles d'action. Déjà, tu peux agir en tant qu'individu. Très souvent, il y a un lien de cause à effet sur la disparition. En faisant gaffe, et ça passe aussi par la consommation, globalement. Bon, c'est toujours le truc, c'est compliqué de dire aux gens, mais en fonction de ce que tu bouffes, comment tu t'habilles, etc., eh ben, c'est comme ça, déjà, en premier lieu, en tant qu'être humain, tu vas agir sur la biodiversité. Donc là, la manière de consommer, c'est important. Mais plus encore, tu peux très bien aussi, dans ton quartier, regarder un petit peu ce qui se passe. Par exemple, à Lyon, il y a les budgets participatifs qui permettent à chaque habitant ou de collectif de monter son projet. Donc tu regardes autour de toi et puis tu dis voilà, là on creuserait bien une mare en fait, ou là il y a un truc à faire, il y a des arbres à planter, ou il y a une façade à végétaliser. Et soyons actifs et proposons en fait et relayons aux autres associations locales nos idées. Ça peut très bien marcher. Il y a plein d'exemples qui sont faits comme ça. Et puis en parlant d'associations locales, en fait on se rend pas compte, mais dans un quartier ou dans une ville, ça dépend où on est, mais il y a des centaines de choses qui se font déjà. Et donc il y a plein d'associations qui seraient ravies d'avoir des groupes de bénévoles qui souhaitent soit s'intégrer dans un projet nouveau, soit monter un groupement au sein de l'association pour une thématique qui leur tient à cœur. Voilà. Et puis évidemment pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin ou de faire partie d'une résidence, il y a plein d'accompagnements possibles sur de la plantation d'arbres, etc. Nous, là, on a accompagné 15 résidences cette année. Ça a fini par des mares, des centaines de mètres de haies, et puis d'un gazon ras. Tu retrouves des prairies en gestion différenciée, du merle noir, de la fauvette, etc., qui va dans les arbustes. Et ça va tout très vite. Donc, moi, pour conclure, je dirais se renseigner auprès des associations locales et auprès des initiatives de quartier, et puis essayer de se questionner un petit peu sur l'impact individuel, positif et négatif, qu'on a aujourd'hui et qu'on pourrait avoir demain. Question épineuse. Faut-il que les êtres vivants soient utiles pour l'homme pour qu'on les accepte? En fait, au début, je prenais vraiment des pincettes en animation, mais du coup, maintenant, j'avoue que c'est des questions qui sont tellement redondantes. Je leur ai dit, mais en fait, du coup, tu les questionnes. Je leur dis, mais c'est quoi l'utilité en fait? T'as besoin qu'elle fasse quoi? T'as besoin qu'elle te nourrisse? T'as besoin qu'elle te. Et ce qui est intéressant, c'est que pour chaque espèce, tu vas trouver une utilité. Hein. Même pour le moustique. Le moustique, on l'aime pas trop. À l'état larvaire, c'est un super filtrateur des polluants dans l'eau. En fait, il fait ça toute la journée. C'est super intéressant. N'importe quelle espèce a entre guillemets une utilité dans l'écosystème. Mais alors, une utilité pour l'homme.
Je ne sais pas. Enfin, et d'ailleurs, en fait, du coup, c'est une question plutôt de dignité humaine, de préserver les espèces qui nous entourent comme un patrimoine naturel, plutôt que de trouver des arguments avec les services écosystémiques, etc., qu'on entend tout le temps. On ne peut pas juste considérer une bonne fois pour toutes que ces espèces sont présentes, que c'est un joyau pour chacun d'entre eux, et que maintenant on les préserve sans se poser de questions sur une utilité ou poser des modèles capitalistes et commerciaux, on va dire, sur le vivant. Voilà, ça nous ferait beaucoup évoluer et ça nous empêcherait de passer des heures de discussion avec beaucoup de gens. Quelles sont les espèces qui apparaissent avec le dérèglement climatique ? On a les espèces qu'on n'aime pas trop, le frelon asiatique, le moustique tigre. Et du coup, ces espèces-là, maintenant qu'elles sont là, on a recréé artificiellement leur habitat. Il faut considérer qu'elles font partie de l'écosystème. Pareil, en fait, en milieu urbain, on s'aperçoit qu'il y a une montée progressive des espèces méditerranéennes et des espèces qu'on n'observait que sur le littoral ou le pourtour méditerranéen. Maintenant, en fait, elles sont très très bien implantées en milieu urbain. Je prends l'exemple de la tarente de Mauritanie, c'est un petit gecko. Dans le sud de la France, quand on se balade, on le voit souvent collé près des lampadaires, en train de manger un papillon de nuit. Et en fait, simplement, lui, il prend le train, en fait. Il s'accroche au lampadaire du train, et puis il finit à Lille. Et puis à Lille, il fait plus chaud qu'autour. Et en plus, les températures, maintenant, elles descendent plus en dessous de moins 10 degrés. Donc lui, il peut hiverner tranquillement, et puis se reproduire. Voilà, maintenant. Et ça s'est passé en 10 ans. Il n'y avait pas de gecko à Lyon avant. Voilà, donc tout va très vite avec le dérèglement. C'est cool de voir des espèces qui s'adaptent, mais il faut noter quand même que pour une espèce qui s'adapte, il y en a 10 qui disparaissent. Et sinon, depuis mon petit appartement, qu'est-ce que je peux bien faire ? Pour les gens qui ont la chance d'avoir même pas un jardin, mais peut-être un rebord de fenêtre déjà, ou un tout petit balcon, essayez juste de mettre une lavande ou du romarin en pot, en fleurs sur le balcon. Vous allez avoir du flambé, un magnifique papillon jaune et noir, de différentes espèces d'abeilles, de 3, 4, 5, 6 espèces de bourdons. Et en fait, ça devient une télé, en fait. On ne peut pas s'ennuyer devant une lavande en fleurs au printemps, quoi. C'est dingue. Est-ce que les mentalités bougent sur les questions environnementales ? Clairement, il y a une vraie prise de conscience. Le problème, c'est la désinformation. Il y a beaucoup de gens qui s'informent mal, je trouve, mais après ça c'est d'autres sujets, mais globalement on a plein de personnes qui nous sollicitent pour leur jardin, pour leur rue, etc. Ils ont vraiment envie de voir les choses changer, et tous les projets qu'on réalise, même la restauration des quais, tout le monde accueille ça à bras ouverts. On va avoir des arbres, mais il va faire plus frais, etc. On ressent un vrai besoin de nature de la part des gens. Après, le problème, c'est que l'écologie, pour beaucoup de personnes, c'est un enjeu politique. C'est très politisé, et donc ils vont de fait être contre l'écologie en ville, par exemple. Voilà. Et ça, c'est une part non négligeable aussi. Mais globalement, ça va dans le bon sens, et c'est plutôt chouette. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. C'était Jean Mich, le roi de l'info. À vous les studios. Schlag nature, la nature.